5 ans d'école de design, mon avis honnête sur ma formation, les points positifs, les points négatifs, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt. On va parler sans filtre, c'est l'heure du bilan. Je vous rassure, je vais pas raconter ma vie, on va aller droit au sujet, mais vous avez quand même besoin de quelques éléments de contexte. En 2017, j'ai 17 ans, j'ai mon bac et je rentre à l'école e-Art-Sup à Lyon, une école de design. Et je choisis le master, le parcours en 5 ans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, j'ai tout juste terminé ma formation et j'ai donc un bac+5, directeur artistique en création et design digital. C'est leur titre exact. Tout ce que je vais dire se base sur mon expérience personnelle et mon ressenti en tant qu'élève. On va d'ailleurs supprimer le facteur argent de cette vidéo. Tout le monde a une notion de l'argent qui est différente, on n'a pas tous eu la même chance dans la vie et ce serait dommage que ça vienne empiéter sur tous les points d'argumentation. Je veux vraiment parler de compétences, de savoir-faire et d'humain dans cette vidéo. Vous vous en doutez, je ne mets pas toutes les écoles dans le même panier, loin de là. Je vais que pouvoir juger à travers ma formation, mais je vous invite fortement à utiliser l'espace commentaire comme un espèce d'exutoire. Balancez vos expériences personnelles, qu'elles soient positives ou négatives par rapport à vos écoles. Comme ça, vous pourrez aider d'autres personnes et on pourra utiliser l'espace commentaire comme une sorte d'échange. C'est une grosse vidéo. En tout cas, je compte sur vous pour vraiment jouer le jeu. Est-ce que tu recommandes ta formation? Est-ce qu'il faut vraiment faire une école pour être graphiste? Est-ce qu'il faut faire une école privée ou les écoles publiques suffisent? Est-ce qu'il faut déjà avoir un bon niveau en graphisme pour intégrer une école? Est-ce que tu recommandes d'être autodidacte et de ne pas faire d'école? C'est des questions que j'ai reçues énormément de fois. J'en déduis donc que le sujet inquiète et que c'est pas facile d'y voir clair face à l'offre des écoles, puisqu'elles se ressemblent un peu toutes sur la forme et qu'elles promettent plus ou moins le même résultat. Commençons par les points positifs de ma formation. L'encadrement. Avoir un lieu physique dans lequel tu peux aller pour te poser, pour travailler, puis pour discuter. Des cours définis avec des sujets variés qui ouvrent à des domaines que tu n'aurais peut-être pas exploré toi-même. C'est la base de l'école, mais il faut le souligner dans un monde où les cours en ligne existent. La qualité des intervenants. Il faut savoir que nos profs sont en réalité des personnes pour la plupart en freelance, qui font ça à côté de leur activité principale. On a donc en face de nous des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui sont dans le monde actif, qui ont probablement des clients, et ça permet donc très rapidement de les prendre au sérieux. Pas forcément tous les plus pédagogues, mais au moins c'est très concret. Et pour la plupart, on a vraiment l'impression d'obtenir de vrais conseils qui vont servir pour notre métier. On a en face de nous des profils plutôt artistes, techniciens, ou même directeurs artistiques, ce qui te donne vraiment une vision globale sur les mentalités qui peuvent le plus te correspondre. Le réseau. Tu vas rencontrer des centaines de personnes sans même lever le petit doigt. Certains deviendront tes amis, d'autres de simples collègues de travail pour le futur. Si tu y mets un peu de volonté, il y a une vraie ambiance d'entraide qui peut se créer. De mon côté, on avait vraiment un groupe solide. On se partageait des conseils, des liens, des ressources et même des clients parfois. On travaillait souvent ensemble dans la même pièce et ça permettait vraiment d'éviter la solitude. Et surtout, il y avait une vraie énergie positive qui en ressortait quand on combinait nos savoir-faire. Le voyage. En 3e année, on devait partir 3 mois à l'étranger, avec différentes destinations au choix, avec les différentes écoles partenaires. Tu continuais donc les cours, mais dans un autre pays, avec une culture différente. J'avais aussi la possibilité de faire 3 mois de stage si je voulais pas faire les cours, et c'est ce que j'ai fait à Berlin dans un studio 3D et motion design, et je peux vous dire que ça m'a clairement sorti de ma zone de confort. On me briefait en allemand des projets 3D avec une façon de travailler assez différente de la France. Dans le studio, il y avait des Anglais, des Français, des Polonais. C'était une façon de communiquer très spéciale. À noter que tout ce qui est logement, voyage est à nos frais. C'est pas l'école qui régale malheureusement, c'est pas de la magie non plus. Les cours concrets. C'est un peu bonus, mais on a eu beaucoup de cours sur la partie administrative de nos métiers. On se plaint souvent au collège et au lycée qu'on nous apprend pas la vraie vie. Ici, on peut pas se plaindre. Cours de cession de droit, de devis, de factures, comparaison entre la maison des artistes et l'auto-entreprise. Bref, des choses concrètes qui servent vraiment. La liberté de se cultiver. Encore une fois, un peu bonus, mais ça m'a vraiment marqué. Pour les événements type Motion Plus Design ou Off Festival, ou tout type d'événements en lien avec notre métier, la direction elle a toujours été super ouverte d'esprit pour qu'on puisse y assister, malgré les heures de cours. Elle nous payait même les billets de train pour y aller. Donc ça c'est un vrai point. Et si ça avait été l'inverse, ça aurait été une vraie censure. On n'aurait jamais pu assister à des événements liés au design parce que ça tombe toujours en même temps que l'école. Et ça honnêtement c'est un vrai plus. Donc merci pour ça. Maintenant, place au point négatif. Encore une fois, selon moi, j'ai pas la science infuse et je serais incapable de gérer
une école, voilà. Mais voyons ça comme des points avec lesquels je suis en désaccord. La communication et l'administration. Là, on parle surtout d'une accumulation sur ces 5 dernières années. La communication, ça a pas toujours été ça. Les informations étaient parfois fausses, changées à la dernière minute, les plannings pas clairs, les fautes dans les documents administratifs. J'ai d'ailleurs récemment appris que Munich était en France. C'est un peu du 50-50. Soit la communication était hors pair et on a tout compris du premier coup, soit c'est vraiment pas clair et il faut faire une chasse au trésor pour trouver toutes les informations. C'est pas la fin du monde, mais à la longue, c'est fatigant. Le lien avec les étudiants. C'est assez particulier à expliquer, mais les élèves sont la pub de l'école. Donc l'école a tout intérêt à être proche de ses élèves pour pouvoir partager leurs travaux et en attirer de nouveaux. C'est le game et je le comprends. Maintenant, j'ai ressenti plusieurs fois cette sorte de malaise. Tu vois, comme ce pote entrepreneur. Hey, tu dates? Putain, tu deviens quoi? Putain, ça date, c'est trop cool de te revoir. Mais il s'en fout vraiment de toi. Plusieurs de nos travaux ont été repartagés sans notre accord. Alors tu vas me dire, mais on repartage tes travaux, c'est une bonne chose. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche. On sent que c'est pas fait pour les bonnes raisons. Et là, attention, c'est purement un ressenti. On a aussi eu plusieurs fois des sujets de cours avec de vrais clients. On a un vrai client qui attend un vrai produit. C'est du concret, ça part d'une bonne intention. Mais malheureusement, je trouve que ça a été souvent très mal amené. Et puis avec aucune récompense, aucune vraie récompense à la clé, on nous force clairement à travailler pour une entreprise avec laquelle on partage pas forcément les valeurs et on se retrouve à faire des retours V1, V2, V3 sur notre temps libre, un peu malgré nous. Encore une fois, ça part d'une intention positive, mais malheureusement, j'en retiens que le négatif. Je comprends le concept, mais une part de moi, encore aujourd'hui, arrive pas à l'accepter. Dans le futur, je changerai peut-être d'avis là-dessus. Paris et le reste. Bon, ça c'est un grand classique, hein. Paris et la province, les vaches, la diagonale du vide, tout ça. On sent un vrai déséquilibre entre les villes. Pas besoin de 5 ans d'école de communication pour le comprendre. Il y a plus de budget, plus d'activités professionnelles à Paris, donc on met beaucoup d'énergie dans Paris. Encore une fois, c'est le game. Mais quand tu annonces que tu as 9 campus dans toute la France et qu'absolument tous les campus ont une expérience complètement différente, c'est là que ça devient un peu inquiétant. C'est quand on a rencontré les élèves de toutes les villes différentes qu'on s'est rendu compte du décalage. Ça peut être au niveau des cours, du niveau de la classe, des compétences des professeurs. C'est un peu dommage que la géographie empiète sur des compétences. Je trouve que ça n'a aucun sens. J'ai pas de solution miracle à ça. Et je pense pas que non plus imposer des sujets pour tous les intervenants de toutes les villes soit une bonne idée. Je sais qu'ils le font un peu déjà, mais essayons d'un peu plus mettre en lumière les villes de province plutôt que de bander continuellement sur Paris. Le rythme de l'alternance. Ça, c'est un point qui s'appliquera uniquement à ceux qui iront jusqu'au master. Mais 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école, c'est handicapant pour les entreprises qui sont coupées dans leurs projets toutes les semaines et nous qui n'avons aucun temps concret pour travailler sur les projets, les sujets qu'on nous donne, puisque pendant ces 2 jours, on a cours. Donc on peut pas travailler, on a cours. Donc c'est les week-ends, c'est les soirs après 8 heures de taf et globalement un peu quand tu peux. L'idée c'est pas de se plaindre en mode oh là là on a trop de travail, c'est juste de dire on est en 4e et 5e année donc les projets ont plus d'envergure, prennent plus de temps, on essaye d'y mettre plus de détails et ça me paraissait un peu short en termes de créneaux dédiés. On se retrouvait un peu à bâcler certains trucs qui auraient pu être vachement mieux. Certains profs étaient même pas au courant qu'on était en alternance, ce qui créait un décalage de fou et des fois ils se disaient mais c'est juste des gros flemmards, c'est pas possible. Non. C'était juste physiquement plus possible. Puis des fois, on avait des creux de 5 semaines dans le planning. Autant vous dire que ça a pas trop plu à l'entreprise de dire ciao pendant 5 semaines à son alternant. C'est un point qui peut changer et s'améliorer, mais malheureusement pour nous, c'était pas le cas. Donc je le mentionne. Le mémoire. Le rendu de master que tout le monde connaît. Les 120 pages les moins lues du monde entier. Déjà, on est sur un système hyper académique. On sent d'office que ça va pas être adapté du tout. Et franchement, je me suis jamais senti aussi vide. J'arrive même pas à mettre les mots là-dessus. J'ai écrit des trucs, mais même ma poubelle en voulait pas, quoi. C'était affreux. Et c'était la même pour tout le monde. C'est-à-dire que les motion designers se retrouvaient à faire de l'UX, à créer des Google Forms que même ta mère n'a pas envie de remplir. On nous parlait d'applications alors que j'ai pas envie de faire une application. On nous demandait combien de pages on a rédigé plutôt que de parler du contenu. Puis pour couronner le tout, on a fait un pestel. Un pestel. Un pestel. Non, mais je vous laisserai Google, hein, parce que j'étais en train de faire du positionnement marketing, j'arrive pas à m'en remettre. En tout cas, c'est très loin de ce qu'on fait, ouais. C'est pas notre école, en gros. Voilà, c'est pas du design, c'est... voilà. Puis j'ai fini par arrêter d'écouter la personne qui nous dirigeait et nous conseillait sur le mémoire. Puis j'ai commencé à faire du concret. Et c'est devenu Bobine, l'émission créative sur Twitch. Encore une fois, ça il faut le vivre pour le comprendre. Et ça peut aussi évoluer et changer. Mais ça m'a donné une idée pour les choses que j'aurais aimé savoir plus tôt, qu'on va voir tout de suite.
Avant de rejoindre l'école de design, il y a des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt, ou en tout cas les comprendre plus tôt. Ne pas se brider. Il y a forcément un moment où vous allez avoir un sujet ou un brief qui ne vous plaît pas. Un truc que j'ai réalisé trop tard, c'est de toujours adapter son brief à son envie. Profitons d'être à l'école pour faire ce qu'on a envie de faire. On n'a pas de client derrière qui a des attentes. C'est un terrain de jeu. Un projet qui te trotte en tête, par exemple, tu as envie de faire des environnements 3D, et ben essaye d'inclure ce truc qui te fait kiffer dans le sujet que tu trouves relou. En fait, faut voir le sujet comme une contrainte au projet que tu avais envie de faire de base. Lego. Si on prend une école d'ingénieur, le prof va t'expliquer la formule mathématique, comment l'appliquer dans des cas précis, et la formule, elle est comme elle est. Alors que dans une école de design, on va t'apprendre bien sûr des recettes magiques qui fonctionnent, mais on va aussi t'apprendre à aller à contre-courant des codes habituels. C'est là où le conflit commence. Ça crée souvent une espèce d'incompréhension entre l'élève qui tente quelque chose d'original et le jury et le prof qui n'est pas du tout réceptif à cette idée. Parce que oui, dans l'art, tu peux à peu près tout faire tant que c'est justifié. Ça peut donc créer des situations où l'élève va trouver ça injuste et on peut rentrer dans une sorte de bataille d'ego. Les profils des intervenants peuvent être très différents. On peut avoir en face de nous quelqu'un de très technique qui est moins sensible aux explications, aux justifications et qui va donc plutôt juger la technique de ton rendu et donc tout ton concept autour tombe à l'eau. Et une fois que tu as compris ça, normalement ça passe mieux et c'est plus simple à encaisser. La notation. Le système scolaire adore les notes. C'est arrivé des dizaines de fois où l'intervenant arrivait en classe et nous disait on va devoir mettre des notes mais je sais pas encore trop comment on va faire. Parce qu'honnêtement, il s'en foutait. Mais le système scolaire l'oblige. Ça créait souvent des situations où en 18 heures de cours, il fallait inventer 3 notes. Ça a même des fois fini en note de participation. Vraiment retour en 4e. Participation en anglais. Ce que je veux dire par là, c'est que enlève cette notion des notes de ta tête. Réfléchis plutôt tes devoirs comme un truc que tu pourras vraiment mettre dans ton portfolio. Profite de chaque occasion pour créer un truc présentable que tu pourras utiliser pour avoir un stage, une alternance ou même un taf. Peut-être que sur un projet, tu auras eu 9 sur 20. Oh là là, fin du monde, je vais mourir. Mais ce même projet va correspondre à une boîte qui voudra exactement ton style. Donc vraiment, on s'en fout quoi. C'est ouf. Ouais, c'est dingue. Comment on s'en fout. Communiquer. C'est un point qui me tenait à cœur car quand t'as 17-18 ans, c'est facile de vanner des cours que tu trouves ridicules. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'en ressens les bénéfices. Tout comme certains cours, on est tous d'accord pour le dire dans la classe, qui ont été premier degré, une honte. Une erreur de la part de l'école. Mais l'important, c'est de leur faire le retour. Et c'est ce qu'on a fait. Même si c'est pas pour ta gueule, mais pour la promotion d'après, ça vaut le coup. On a essayé de bien faire les choses avec un document qu'on a envoyé à l'administration. Peut-être que ça changera rien, mais au moins, on a fait l'effort. Le verdict. Le plus dur, c'est de rester objectif dans cette ambiance de négativité, de plaintes, de bruit de couloir, de moquerie envers les écoles. Je pense que je suis enfin sorti de cette boucle infernale d'écouter les avis de tout le monde et de me faire influencer. Il y a selon moi évidemment des personnes qui ont ruiné l'expérience de l'école, mais je pense qu'il y a également une tonne de mauvaise foi de notre part en tant qu'élève. Les élèves enseignent aux écoles ce que les écoles doivent enseigner aux élèves. Les deux côtés apprennent continuellement et adaptent leur programme normalement aux nouveaux besoins. J'ai en toute honnêteté passé 5 très belles années. Donc oui, je recommande de faire une école de design, mais je sais également que ça correspond pas à tout le monde. Alors je vous ai préparé 4 scénarios. Premier scénario, vous faites un parcours de 3 à 5 ans dans l'école de design de votre choix, vous allez jusqu'au bout pour obtenir le petit papier dont vous parlent vos parents depuis que vous avez 13 ans, vous obtenez un CDI médiocre dans une agence de communication 360 degrés, avec un salaire pas à la hauteur de ce qu'on vous avait promis dans les brochures, vous avez un Labrador, une Fiat Multipla, une maison en banlieue. En vrai, je me retrouve avec un papier Bac+5 reconnu par l'État. Est-ce que je vais m'en servir un jour ? J'en sais rien. Mais au moins, je suis allé au bout pour ma conscience personnelle, puis ça fait partie de l'éducation de mes parents, d'être dans un climat d'études et d'investir autant d'efforts dans une formation. Deuxième scénario. Vous testez une école de design et vous vous rendez compte en cours de route que c'est pas fait pour vous. Vous décidez de la quitter après 2 ans par exemple, et les compétences acquises vous suffisent pour apprendre seul par la suite. Vous pouvez me croire sur parole. Les gens qui quittent en cours de route et qui n'auront jamais de diplôme réussissent extrêmement bien. J'ai eu quelques discussions avec ces personnes et elles m'ont fait comprendre que l'école était comme une sorte de tremplin pour les mettre dans un flot de travail pour ensuite prendre leur envol pour les choses qui les animent vraiment. Troisième scénario, vous êtes autodidacte. C'est un terme qui est devenu populaire avec Internet et sa bibliothèque infinie d'informations qui aujourd'hui vous permettent d'apprendre gratuitement où vous le voulez, quand vous le voulez, au rythme que vous voulez, mais qui selon moi ne correspond absolument pas
à tout le monde. Vous suivez uniquement des formations sur YouTube à base de tutoriels, de podcasts, de forums, et pour ça, il faut une rigueur de malade, des remises en question régulières, puis se faire un réseau dans un milieu déjà bombardé de visuels. Encore une fois, je connais plein de profils qui ont réussi, qui n'auront aucun problème à trouver des clients, pour qui ça va très bien. Mais attention à ne pas griller les étapes, ça va prendre du temps. 4e, scénario. Ce dernier scénario, je le dois à Antograph, qui est un motion designer qui a fait la même formation que moi et qui a également traité le sujet des écoles de design sur sa chaîne YouTube. Je vous conseille vivement d'aller voir sa vidéo, comme ça vous avez une autre vision et ça permet d'enrichir votre avis. Il propose quelque chose d'assez intéressant, faire une école publique pendant 3 ans, puis ensuite intégrer une école en cours de route pour la 4e et la 5e année. Une école qui proposerait l'alternance, car pour ceux qui ne le savent pas, l'alternance permet déjà de 1 d'avoir un salaire, puis de 2 de prendre en charge le coût de la formation de l'année. En gros, l'année vous coûte rien et en plus de ça, vous avez un salaire. C'est un cheat code de fou. 3 ans dans le public, 2 ans dans le privé, c'est la stratégie pour payer le moins possible et quand même avoir un bac+5. Ces 4 scénarios devraient couvrir pas mal de profils, sans oublier la chance, le timing, les rencontres, les idées. Maintenant, à vous de trouver ce qui peut vous correspondre le mieux, et ça malheureusement, c'est là que ça se passe. Et là aussi. Enfin, les deux quoi. Si vous souhaitez voir ma progression pendant ces 5 années d'école de design, tous les cours qu'on a pu avoir, la vidéo se trouve juste ici.